Eh bien, bonjour à nouveau et puis bienvenue pour terminer cette matinée avec une dernière conférence, un débat, plutôt une discussion, je pense, de clôture, étant donné la préparation qu'on a eue. Sur l'industrie, en fait, on va aborder l'industrie au vu des dernières annonces qui ont été faites en termes notamment de sites voilà, de fermeture de sites. Il y a récemment un baromètre de l'industrie qui est sorti aussi, qui a été publié par l'État. On le commentera. Voilà, l'industrie est un peu à la croisée des chemins, on va dire, ces dernières années. Depuis on va dire, fin 2023, on marque le pas. Il y avait un mouvement de réindustrialisation. On voit qu'aujourd'hui, il s'essouffle. On voit qu'il y a des sites qui se ferment et on a décidé d'en parler à la fois avec un point de vue national, avec donc Olivier Louancy. Donc, Olivier, vous êtes ancien délégué au territoire d'industrie, chargé d'une réflexion sur l'avenir de nos politiques industrielles qui était censé, enfin, qui a produit un rapport en réalité, mais qui n'a pas été publié, et dont vous avez tiré un livre qui s'appelle Réindustrialiser le défi d'une génération, qui est aux éditions de la Déviation. Et puis, d'un point de vue plus territorial, plus local, mais tout aussi important, on va dire régional, Stéphanie Pernaut, première vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée à l'économie, à la préférence régionale et au numérique. On va voir que la question de la préférence régionale, là aussi, va poser question dans notre débat. Peut-être pour commencer, pour poser un peu le débat et puis ses grandes implications, Olivier, est-ce que vous pouvez nous donner un diagnostic rapide de l'état de l'industrie aujourd'hui en France ? Alors, bonjour, merci beaucoup pour cette invitation et puis pour les superbes témoignages qui nous ont précédés. C'est toujours un peu difficile de donner rapidement un diagnostic sur un sujet comme ça. Le premier point qu'il faut qu'on ait bien en tête, c'est qu'on a un tissu industriel qui est faible. C'est pas facile à dire, mais il faut qu'on l'accepte. On a désindustrialisé en France de manière très importante, comme le Royaume-Uni, comme les États-Unis, mais nous sommes dans une situation singulière par rapport à d'autres pays européens. Et donc, on a un tissu industriel qui part d'un point zéro, un point de base, qui est assez faible. Alors, on a arrêté notre désindustrialisation, ça date de 2009-2010. Le printemps de notre industrie est tardif, c'est-à-dire qu'il a fallu effectivement, comme vous l'avez mentionné, attendre 2021-2022 pour avoir des indicateurs qui remontent, comme par exemple une centaine d'usines créées, la différence entre celles créées et celles fermées nettes par an en France, 40 000 emplois industriels créés. Alors je dis que c'est un printemps parce que si on voulait se mettre sur une vraie trajectoire de réindustrialisation, il faudrait faire au moins 60 000 emplois industriels tous les ans pendant au moins 10 ans. Donc, on a commencé la courbe et puis là, elle cale un petit peu. Donc, on n'est pas passé du printemps à l'été qu'on espérait tous. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on va à l'hiver? Est-ce que c'est une giboulée de printemps? Je pense qu'en tous les cas, ça doit profondément nous interroger sur les mécanismes qu'on a mis en place. Il y a des mots très forts qui ont été exprimés tout à l'heure dans les autres tables rondes, et notamment celui que j'aime bien mettre en avant, c'est le potentiel des territoires. En fait, on a beaucoup focalisé et notre discours politique sur les startups, les nouvelles filières, c'est essentiel, on l'a vu, mais les 2/3 de notre potentiel de réindustrialisation, il est dans les PMI et les ETI existantes, qu'on a peu accompagné, en tous les cas, au moins au niveau des dispositifs nationaux. Et donc, si on veut relancer cette réindustrialisation, certes, il y a des questions, on en parlera, de l'énergie, de la concurrence de la Chine, des choses qui sont plus globales, mais il y a besoin de faire un aggiornamento dans nos politiques industrielles, changer de discours, se réorienter sur le territoire, les écosystèmes qui étaient évoqués par Paraboot, etc. La question qu'on peut se poser aussi, c'est celle du potentiel finalement qui reste d'industrialisation au vu des différentes dynamiques de l'économie. Le gouvernement, je crois, parlait de 15% du PIB, enfin avait un objectif de 15% du PIB. Vous étiez assez critique vis-à-vis de cet objectif-là. Finalement, quel est le potentiel réel qui reste? À quelle échelle? Alors effectivement, on a regardé à quelle vitesse on pouvait se réindustrialiser en fonction des atouts qu'on a. Et on en a plein, mais la question c'est à quelle vitesse on peut les mobiliser. Et on s'est rendu compte en faisant cette étude que le 15% qui était un objectif politique n'était pas réalisable en 10 ans. Alors qu'un objectif politique soit un peu plus ambitieux que l'intendance que nous avons et les contraintes, c'est son rôle. Mais quand il y avait un décalage aussi important, on a été obligé quelque part de le mettre sur la table. Alors je vais vous donner un exemple. Pour faire 15% de réindustrialisation dans 10 ans, il faudrait
qu'on accueille 200 000 personnes en plus par an dans l'industrie. On en forme 125 000 par an. Le temps de créer ces formations, le temps d'y amener des jeunes dedans. Et on sait que c'est difficile puisque l'attractivité de ces métiers, on en a parlé, il y a une marge de progrès énorme. On en a pour 5 ans au minimum, juste de mettre en place l'outil de formation qui nous permettrait d'être sur une trajectoire de 15%. Donc le 15%, il a du sens, c'est la moyenne européenne. Donc encore une fois, en affirmation d'une ambition politique, se dire que à l'horizon de temps XXX, la France va rejoindre la moyenne européenne a du sens. Ce ne sera pas 10 ans, ce sera plutôt 15 ou 20 ans, d'où le titre du bouquin, le défi d'une génération. C'est possible, on en a les ressources, il faut juste qu'on calibre bien notre ambition à ce qu'on peut faire, sinon on va décevoir. Les promesses politiques qui vont trop au-delà de ce qu'on peut réaliser ont un effet déceptif. Alors récemment, l'État a publié un baromètre de l'industrie qui était attendu depuis très longtemps, si je ne m'abuse. Donc début novembre. Le baromètre, en gros, dit que, il est assez contrasté, hein. Il dit que sur certains types d'industries, notamment les industries vertes, il y a une bonne progression, et puis il y a un certain nombre de sites qui sont en train de se créer sans trop de problèmes, mais qu'il y a un certain nombre d'industries aussi qui, elles, font face à des véritables révolutions en fait, dans l'approche, notamment par exemple l'automobile. Et puis elle dresse aussi une sorte de classement des régions, on va dire, en fonction de leur réindustrialisation. La région Auvergne-Rhône-Alpes est plutôt bien classée. Est-ce que là aussi vous pouvez nous dessiner un peu un diagnostic aujourd'hui de l'industrialisation, en sachant qu'il ne faut pas fermer les yeux sur un certain nombre de sites qui ferment, comme Valeo, comme Michelin, etc. Oui, ben, d'abord merci de cette invitation. Bonjour à tous. Oui, effectivement, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la première région industrielle de France. C'est pas parce qu'on l'a décrété, c'est parce que depuis très longtemps, on a cette histoire industrielle qui s'est construite autour de nos PME, PMI, c'est-à-dire des personnes qui ont engagé, parfois qui ont commencé dans un garage, à créer une entreprise sur l'ensemble de notre territoire. Donc cette histoire industrielle, elle se décrète pas, elle se forme au fur et à mesure des entreprises qui existent. Donc cette histoire industrielle, elle est aussi le résultat de ce baromètre qui montre plusieurs choses. D'abord que vous ne pouvez pas faire de l'industrie et décréter de faire de l'industrie sur un territoire, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et ça ne se construit pas 30 ans, puis après on arrête, puis on recommence. Ça dure dans le temps avec des moments de crise, des moments florissants, mais c'est une continuité. Ça demande aussi une stratégie politique. Dans ce baromètre, on note que l'industrie verte se développe. Bah, évidemment, c'est celle qui est le plus fortement financée aujourd'hui par l'État. Donc encore heureux qu'elle puisse progresser. Mais à l'inverse, vous avez des industries qui sont en train de s'effondrer ou des industries qui ferment, même dans une région comme la nôtre, parce qu'elles dépendent de décisions. Sur l'automobile, c'est clairement la décision d'arrêter les véhicules thermiques à l'horizon 2035. Sans laisser un temps industriel qui n'est pas un temps politique, surtout sur ce type de décision, à des entreprises qui se trouvent finalement complètement bloquées parce que le nombre de pièces d'un véhicule thermique, c'est 2 fois plus qu'un véhicule électrique. Donc vous avez des entreprises qui perdent des marchés, une compétition internationale et donc le résultat avec le fait de produire en France qui évidemment est la fermeture et la fin de ces activités. Et ce baromètre, il a un intérêt, selon nous, en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est de démontrer que le territoire industriel tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire les écosystèmes entre eux, permettent de maintenir une activité dans les temps difficiles ou dans les temps où tout va bien. Nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, on est premier de ce baromètre pour une seule raison, c'est parce qu'on a cette histoire industrielle, on a aussi un emplacement géographique qui est très bon, avec des réseaux ferroviaires qui sont très développés, des réseaux routiers, aéroportuaires qui nous permettent de commercer avec l'ensemble de l'Europe et puis au niveau international. Et si on est premier, c'est parce qu'on a des entreprises qui produisent et qui augmentent leur capacité de production constamment, même s'il y a des fermetures. Et ce qu'on voit dans ce baromètre, c'est que dans des territoires qui sont fortement subventionnés, je pense à la vallée des batteries électriques qui se fait dans les Hauts-de-France, même si on met beaucoup d'argent public, on a aujourd'hui un résultat qui est négatif, c'est-à-dire des fermetures plus importantes que des ouvertures. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le financement, il y a aussi toute l'histoire et puis il y a aussi une continuité dans les politiques publiques qu'on conduit. L'économie, elle n'aime pas quand ça change tout le temps. Donc il faut qu'on soit capable d'être stratégique et d'avoir une continuité dans les politiques qu'on défend et c'est ce qu'on essaye de faire en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Alors, dans votre ouvrage, Olivier, vous mettez en lumière la nécessité de remettre à l'endroit 40 ans de désindustrialisation. Quels sont les blocages structurels auxquels on fait face aujourd'hui en France ? Alors, ça aussi, la liste est assez longue, mais je vais commencer par le premier. Le premier, c'est l'image qu'on a de l'industrie. Pendant 40 ans, on a dénigré l'industrie.
très clairement. L'industrie était un lieu où nos enfants allaient quand ils étaient en échec scolaire. C'était pas des métiers où on voyait un épanouissement personnel ou d'équipe, et qui est très très éloigné de la réalité de l'industrie d'aujourd'hui. Et donc la première bataille, elle est d'abord dans nos têtes. J'essaye de l'exprimer de la façon suivante. Il y a le vécu du quotidien, et ça a été dit, allez visiter des sites industriels. Vous verrez que la réalité de l'industrie d'aujourd'hui n'est pas du tout celle que collectivement nous avons. Il y a 30 ou 40 ans de décalage. Quand on décortique les enquêtes d'opinion, on voit que l'image que nous avons de l'industrie, c'est à peu près celle des années 80. Et entre 80 et 2020-2025, il y a beaucoup de choses qui sont passées, la cobotisation, la robotisation, des tâches répétitives, pénibles qui ont été éliminées. Mais le deuxième temps, c'est qu'il faut je crois qu'on se convainque tous collectivement qu'on réindustrialise pas que pour réindustrialiser. Moi, je suis un fan de l'industrie, j'aime voir les process industriels, la transformation de la matière, les savoir-faire, les yeux qui pétillent des gens qui font tourner ça. Mais je peux comprendre que ce soit pas le goût de tout le monde. En revanche, je pense qu'on se rejoint tous sur 3 valeurs. La première, c'est que dans l'industrie, c'est de la souveraineté. Et ça, on l'a tous vécu pendant le Covid. Que ce soit des biens assez simples comme des masques ou des biens très sophistiqués comme un vaccin ARM, on n'a pas été capable d'être indépendant. Et donc, on était dépendant avec une véritable question de souveraineté. Le deuxième sujet, c'est que l'industrie, ça va nous permettre de réduire, ou ça nous permet déjà, de réduire notre empreinte environnementale. Alors, on a une image du passé où l'industrie a été extrêmement néfaste à l'environnement. On était dans un projet de société de consommation de masse, on a fait une industrie de production de masse. On est en train de basculer de projet de société. Notre industrie, tous ces savoir-faire, ce génie industriel, il va être au service de ce projet de société. La décarbonation, on en a parlé, la circularité, un champ énorme pour l'avenir. Pour réussir la décarbonation ou la circularité de notre économie, il va falloir qu'on réinvente les produits, il va falloir qu'on réinvente les manières de les fabriquer, les chaînes d'approvisionnement. C'est du génie industriel. On n'y arrivera pas, certes, sans changer nos comportements de tous les jours, mais aussi sans changer notre outil productif. Et puis le troisième point, moi, qui est l'un de mes motivations personnelles de cet engagement que j'ai pour l'industrie, c'est ce que j'appelle la cohésion territoriale. On a eu un modèle économique centré sur les services. On a concentré la création de richesses dans les métropoles. Et encore une fois, soyons très fiers de nos belles métropoles régionales. Il n'y a aucun souci là-dessus. En revanche, on a plein de territoires, les territoires de la sous-préfecture qui avaient 1 ou 2 usines, l'usine ferme, le territoire part en vrille. Et ça nous a donné quand même les gilets jaunes, qui est de toutes les crises qu'on a vécues récemment, et pour moi la plus grave, parce que celle qui est née à l'intérieur de notre société. C'est pas un virus auquel on a été confronté, c'est pas la guerre en Ukraine, même si elle est à 2000-3000 km de chez nous, ce qui est pas très loin. Mais c'est vraiment là, au cœur de notre société, où on a un problème de cohésion territoriale. Et l'industrie est un outil pour redistribuer cette richesse, permettre à ces territoires de vivre. Tous n'ont pas une station de ski, tous ne sont pas une station balnéaire, et la plupart d'entre eux, c'est le succès de territoires d'industrie, peuvent accueillir de l'industrie avec des bassins d'emploi et des métiers qualifiés qui donnent de l'espérance au territoire. Alors comment on fait comme je le disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait pour arriver à lever les blocages qui sont des blocages un peu historiques, qui sont aussi du coup maintenant presque des blocages culturels. Je sais pas, Stéphanie, comment est-ce que vous faites vous dans la région sur ces enjeux-là? Puis il y a d'autres enjeux aussi, hein. On pourrait parler des enjeux du foncier, de l'accès à l'énergie, des enjeux de la compétitivité évidemment. Alors d'abord sur la connaissance du grand public, parce que c'est le véritable sujet. D'abord ça prend beaucoup de temps. Et je crois que nous, en tant que responsables politiques, notre responsabilité, c'est d'affirmer l'intérêt de l'industrie pour notre région. Nous, on a pris cette stratégie en 2016, de mettre l'économie et l'industrie au cœur de nos politiques publiques, c'est-à-dire de partir de l'industrie, et puis après d'avoir un certain ruissellement sur l'ensemble de nos politiques. Donc je pense qu'il faut d'abord affirmer ce que l'on est. Ensuite, s'assurer justement d'une juste répartition des richesses sur l'ensemble du territoire. Nous, on a une région qui a 2 métropoles, la métropole de Lyon, la métropole de Grenoble, mais autour, l'ensemble des territoires qui existent ont tout autant intérêt et raison de pouvoir avoir des richesses de la même façon. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner nos PME qui sont très souvent d'ailleurs installées sur ces territoires pour qu'elles puissent rester. Et puis, pourquoi pas produire plus? Pour faire ça, il faut qu'elles puissent avoir capacité à recruter.
Et donc, pour avoir capacité à recruter, il faut qu'on ait des gens qu'on puisse former sur place. On sait très bien que quelqu'un ne va pas partir à 100 km pour essayer de trouver un emploi. Donc, il faut qu'on ait un recrutement qui soit très local et très adapté aux besoins qui sont les nôtres. Et je crois qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qu'on a réussi à faire, encore une fois, depuis très longtemps, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est conserver 3 piliers qui fondent ce territoire industriel. Le premier, c'est nos écoles. On a des écoles aujourd'hui qui forment des techniciens, des ingénieurs. On a des écoles partout dans cette région qui permettent à chacun d'avoir capacité demain à entrer en apprentissage ou dans une école d'ingénieurs, etc. On a ce vivier qui est présent aujourd'hui. Ensuite, on a des usines de production qui sont capables de produire sur place et de faire travailler ces personnes qui sortent de ces écoles. Et puis, on a une capacité à innover parce qu'on a des centres de recherche, on a de très beaux centres de recherche et d'innovation, c'est-à-dire être toujours en amont de ce qui va se passer sur le territoire français et même à l'international. Et quand vous avez ces 3 piliers, vous êtes capable de garder une production dans votre région et donc avoir des salariés qui font vivre des familles, faire vivre un village où pour le coup vous avez des commerces qui s'installent et voilà, et c'est l'ensemble de la vie qui peut exister et c'est comme ça qu'est faite Auvergne-Rhône-Alpes. Nous, notre entreprise industrielle type, c'est une PME familiale qui s'est installée finalement pas très loin du lieu d'habitation des dirigeants et qui ensuite a permis de recruter autour et de se développer un peu plus dans une zone au départ artisanale, ensuite une zone industrielle, et puis après, s'ils progressent, ce qui est très très bien d'ailleurs, ils vont ailleurs. Mais c'est vraiment ça aujourd'hui le tissu industriel régional, et c'est pour ça qu'il faut qu'on rapproche finalement les facilités des industries plutôt que de leur demander de s'éloigner ou de se concentrer au cœur de métropole. Olivier, tout à l'heure, vous avez parlé, donc vous avez dit, ça fait 40 ans qu'on a désindustrialisé. Là, on a revécu un moment un printemps qui s'essouffle malheureusement. Finalement, ce retour en arrière qu'on a pu faire ces 40 dernières années, ils ont eu aussi un impact forcément sur les populations, comme on l'a dit rapidement depuis le début, et donc aussi dans leur acceptation de l'industrie. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, quand on voit une usine arriver à côté de chez soi, comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure, on a plus cette connaissance de ce qu'est devenu l'industrie dans l'intervalle. On n'a plus cette connaissance des apports que ça peut avoir aussi. On a souvent tendance à voir plutôt les mauvais côtés. Est-ce que ça, c'est pas le frein majeur en fait à l'industrialisation ? Alors, est-ce que vous me permettez une première pirouette là-dessus? C'est de dire, si on a un problème d'acceptabilité, c'est déjà une bonne nouvelle, c'est qu'on a des usines qui s'installent. C'est vrai. Et en fait, si je le dis, c'est pas qu'une pirouette, c'est que notre réindustrialisation, c'est une course d'obstacles, quelque part. Il y en aura plein à franchir. Si vous avez une usine, c'est que vous avez de la technologie, c'est que le marché de l'emploi sur place est suffisant avec des écoles qui ont formé. Encore une fois, les Français sont très peu mobiles, donc il faut former dans le territoire, pour le territoire. C'est un outil de développement, etc., etc. Vous avez un marché, vous avez des financements, et puis il faut construire l'usine. Très bien. Là-dessus, je pense que c'est donc quelque part notre nouvelle frontière dans notre réindustrialisation. Alors on fait un petit retour en arrière là avec des difficultés qu'on a. J'espère je pense pas qu'elles soient structurelles. Je ne le souhaite vraiment pas. Je pense que la conviction collective qu'on a sur ce besoin de réindustrialiser feront qu'on sera plus fort que les difficultés qui seront devant nous, et donc on repartira de l'avant. Mais c'est notre nouvelle frontière. Comment on peut l'aborder ? Aujourd'hui, je reste sur la question vraiment territoriale. L'acceptabilité, c'est un sujet du territoire, d'abord. Donc, ce qu'il faut mettre en avant, c'est les élus, c'est les habitants du territoire, c'est pas un sujet national. Deuxième point, je crois, c'est que nos procédures actuelles de concertation qu'on a formalisées, elles sont un peu obsolètes. C'est beaucoup les porte-voix des opposants et on n'arrive pas à se faire exprimer la majorité silencieuse qui voit le bénéfice. Donc on a quand même là-dessus, et je ne suis pas le seul à le dire, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion. Et puis le troisième point de réflexion sur l'acceptabilité, c'est la temporalité. Au moment où vous consultez la population et que vous avez un projet, c'est forcément clivant. Il y a ceux qui pourront y travailler et ceux qui ne pourront pas y travailler. Il y a ceux, c'est juste à côté de chez eux et l'autre, c'est à 2 km. On est toujours dans le même territoire, mais c'est loin et il n'en aura pas de nuisance du tout, il ou elle. Et donc, je pense qu'on a besoin d'une réflexion dans nos territoires aujourd'hui, en amont des projets, en se disant, si on veut se développer économiquement, est-ce qu'on est prêt à se développer par l'industrie? Oui. Par quel type d'industrie?
quelles sont nos lignes rouges ou nos lignes oranges sur lesquelles, à froid, sans qu'on ait un projet. Et même si un projet arrive et qu'il n'est pas dans le cadre qui a été défini, ça permet aux élus locaux aussi de dire « je sais que ce n'est pas dans le cadre, mais voilà pourquoi ce projet-là, je vais le défendre parce qu'il a plein d'avantages ». Et donc, on commence à avoir une référence. Ce dialogue-là dans nos territoires, il existe, il commence à exister, il n'est pas encore mature. Je pense que c'est là une des prochaines étapes qu'il faut qu'on ait. Encore une fois, et là, on se rend bien compte, l'industrie, c'est quelque chose qui est ancré dans un territoire, dans les deux sens. 80% des Français qui ont une usine à côté d'eux disent que l'usine est un élément de fierté et d'identité de leur territoire. Et réciproquement, 40% des facteurs de succès d'une usine sont liés à son territoire. Alors, quand on a préparé cette table ronde, Stéphanie, c'est très exactement ce que vous m'avez dit sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, parce que c'est comme ça qu'elle s'est construite. Et c'est pour ça que parfois, quand une entreprise ferme, on a un mouvement de foule. Alors évidemment, des salariés qui sont tristes, vraiment peinés de voir mourir leur outil industriel, mais on a tout un territoire qui se soulève, ça devient quelque chose d'assez affectif, parce que cette région Auvergne-Rhône-Alpes, elle s'est construite comme ça. Et vous avez dans un territoire toujours alors le bistrot du centre-ville, je ne vais pas faire, mais c'est un peu comme ça que ça se passe, l'église en face, la mairie, et puis vous avez l'usine qui a permis pendant des années de nourrir la moitié de la population du coin dans lequel vous habitez. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré. Nous, on n'a pas ce sujet, je ne pense pas, d'acceptabilité de l'usine industrielle en Auvergne-Rhône-Alpes parce que c'est une tradition depuis très longtemps. On a eu d'ailleurs cette discussion au tout début de l'élection des élus de la métropole de Lyon qui avaient un peu un discours de dire non, ben, l'industrie, il ne faut plus qu'elle soit en métropole. Ils ont arrêté. En fait, on ne peut pas faire de l'idéologie sur un territoire qui vit depuis tellement longtemps sur ces différents sujets. Qu'est-ce qui a construit Lyon? C'est l'industrie. Si aujourd'hui on n'avait pas la vallée de la chimie, Lyon ne serait pas ce qu'est Lyon. Il y a d'autres sujets évidemment patrimoniaux, gastronomiques, mais il y a quelque chose qui est écrit ici et les gens vivent cela. Donc on ne peut pas être radical sur la façon de penser. Ce qu'il faut qu'on soit en capacité de dire, c'est quelle industrie est acceptable aujourd'hui dans certains coins du territoire. Alors ça ne veut pas dire qu'on va mettre des industries polluantes dans des territoires ruraux, genre chez moi, et puis qu'on va garder tout ce qui est censé être bien dans les métropoles. C'est pas ça. Mais c'est quelle est l'acceptabilité d'une population sur l'industrie avec laquelle elle vit. Nous, notre industrie, elle colle au territoire dans lequel on vit. En plus, on est dans un territoire qui est au niveau environnemental magnifique. On a les Alpes, on a un caractère environnemental qui est exceptionnel. On ne va pas mettre de l'industrie qui va casser les choses ou abîmer l'image qu'on peut avoir, parce que ça fait partie d'un tout. Et effectivement, en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis très longtemps, on a une fierté industrielle, même chez des gens qui ne travaillent pas du tout dans l'industrie, qui n'en parlent pas. Alors ça ne résout pas tous les problèmes, et encore aujourd'hui, à l'école, on vous oriente vers l'industrie parce qu'on vous dit tu vas faire de l'industrie, tu ne vas pas être bon là-dedans. Donc il faut que tu ailles sur une filière professionnelle. Oui, on dit encore ça. Moins, pas comme ça, mais on le dit encore. Donc ça demande beaucoup de travail. Mais cette fierté, elle nous permet de sauter un pas de plus que d'autres sur l'acceptabilité de l'industrie qui fonde cette région. Alors Olivier, double question, parce qu'il faut aller vite. La première, c'est comment est-ce que finalement les ETI et les PMI peuvent être un levier en fait, pour cette réindustrialisation. Vous dites qu'ils ont peut-être été un peu mis de côté ou en tout cas cachés par l'arbre qui sont les gigafactories notamment. Et puis finalement, qu'est-ce que peuvent apporter aussi ce nouveau mouvement de réindustrialisation au travers des gigafactories aux PME et ETI? Oui. Alors, c'est un des éléments du rapport qui a un peu fait poil à gratter, c'est qu'on a quantifié notre potentiel de réindustrialisation et dedans, les nouvelles filières, les startups, les gigafactories, c'est un tiers de ce potentiel. Les ETI et les PMI existantes, par leur développement, leur modernisation, encore une fois, elles aussi, elles innovent. Peut-être pas de rupture tout le temps, mais elles innovent et il faut le souligner, c'est les 2 tiers. Et on a eu un discours politique depuis un certain nombre d'années qui était, je dirais, à 100% au niveau national sur les startups et les nouvelles filières, et une allocation des moyens au niveau national, c'est pas vrai des régions, qui était à 80-90% vers ça. Alors encore une fois, je dis pas qu'il faut pas le faire, il faut le faire, c'est essentiel, mais il faut qu'on rééquilibre parce qu'effectivement, notre potentiel de réindustrialisation, il est effectivement le plus gros autour des ETI. Et puis, réciproquement, je dirais, ces ETI et cette façon de travailler, si on arrive à créer ces
ces écosystèmes, ce lien entre ces entreprises, on a une dynamique territoriale qui peut être fantastique et qui est en train d'ailleurs, je pense, de se structurer. Et c'est ça qui me donne l'espoir que j'ai, que ce soit peut-être plus qu'une giboulée de printemps, ce qu'on est en train de vivre, un petit hiver, mais qu'en tous les cas, l'été va revenir et qu'on va retrouver des trajectoires et des indicateurs qui nous accompagnent. Vous avez soulevé le sujet du foncier. J'espère qu'on aura quand même quelques instants pour en parler, de la mobilisation de l'épargne, parce que cette région est exemplaire sur le sujet. Voilà, on a plein de leviers qui existent pour permettre de faire ça. Il y a aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de culture? C'est-à-dire finalement ces nouvelles, ces gigafactories qui s'implantent, elles ont un nouveau modèle managérial, une autre façon aussi de concevoir l'innovation, etc. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut infuser dans les ETI, dans les ETI et les PMI? Sans doute, on n'est pas très fort pour faire le lien entre les structures qui font de l'innovation de rupture et le tissu industriel existant. C'est une de nos caractéristiques, on le sait depuis longtemps. J'aime bien cette blague, elle date, donc je pense que je peux la donner, de Louis Gallois qui me disait « J'étais le patron de Airbus, j'ai racheté 6 startups ». J'ai continué à faire mon... Et au bout de 6 mois, je me retourne et je demande qu'est-ce qu'elles sont devenues les startups. Elles ont disparu parce qu'elles ont été mangées, entre guillemets, par la structure même d'un Airbus qui est une structure très innovante. Ça date un petit peu et donc je me permets de raconter ça, mais c'est assez clair sur notre culture et notre difficulté d'intégrer l'innovation. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'une gigafactory qui apporte une innovation de rupture, alors il y a un risque, il y a un financement public qui peut être largement justifié là-dessus, jusqu'à quel point c'est un débat, mais surtout dans le temps, elle ne sera performante que si elle est entourée d'un tissu industriel classique existant. On a fait l'identification des compétences nécessaires pour la filière hydrogène, mais on pourrait le dire pour le nucléaire et pour d'autres filières. 20% des compétences sont liées à la molécule hydrogène. 80% des compétences nécessaires, c'est de la mécanique, de la plasturgie, de la sidérurgie pour faire des tuyaux, des vannes, stocker ça, etc. Du BTP éventuellement pour faire des usines et des confinements. Voilà. Donc, il faut bien réaliser que nos innovations de rupture, on peut se lancer dedans. On peut faire une très belle gigafactory, c'est ce que je leur souhaite, même si certaines actuellement, c'est pas facile. Mais dans le temps, elles ne seront capables véritablement d'être performantes dans un marché que si elles ont autour d'elles un tissu de gens qui vont faire leur maintenance, réparer leurs machines, faire leurs extensions, leur apporter des compétences, etc., etc. Stéphanie, je vais vous livrer une question sur un plateau là. Pourquoi est-ce que la région est le bon échelon, notamment pour traiter les questions de foncier et de financement qu'ont abordé Olivier il y a quelques minutes? D'abord parce qu'une région, c'est un territoire. Donc vous ne faites pas de l'économie industrielle en Auvergne-Rhône-Alpes comme vous le faites en Hauts-de-France ou en Occitanie, parce que vous n'avez pas les mêmes enjeux, vous n'avez pas les mêmes populations, vous n'avez pas les mêmes entreprises. Parce qu'aujourd'hui, les régions sont fortes et puissantes, donc elles ont la capacité financière d'intervenir et d'investir pour l'industrie. On a juste une difficulté avec les ETI, puisqu'on nous interdit de financer les ETI. Les PME, oui, mais les ETI, non. Et ça pose parfois des vraies difficultés d'investissement. Mais je n'ai pas le temps de le développer là, mais c'est très dommage. On est contraint au niveau national. Et puis parce que cet échelon, il touche à la fois la grande entreprise industrielle et puis la personne qui habite dans le plus petit village qui peut exister en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est Armix, avec 11 habitants dans le département de l'Ain. Et en fait, on le fait avec notre épargne pour l'habitant. On a créé un fonds de 100 millions d'euros et on a dit aux gens, si vous mettez de l'argent sur une assurance vie, vous pouvez mettre 2 000 euros minimum ou 5 000 euros. Mais si vous mettez 2 000 euros sur cette assurance vie, elle met l'essentiel de votre argent, c'est-à-dire tout votre argent, dans des entreprises régionales. C'est une première française pour voir ce que ça pouvait donner. On n'a même pas eu besoin de faire publicité, on avait préparé une grande campagne de pub, on n'a rien fait, parce qu'en fait, les premiers fonds qu'on avait adoptés, c'est-à-dire 15 millions, sont partis en 3 semaines. Ça veut dire qu'il y a un attachement, et ne me dites pas que ceux qui ont mis les 15 millions d'euros sont tous des gens qui travaillent dans l'industrie. Ça veut dire qu'il y a un attachement viscéral à son territoire, à sa région en tant que territoire géographique, et sur ces sujets-là, de se dire, finalement, mon argent, il travaille pour les entreprises de chez moi. Et ce plan, on va le renouveler parce qu'il fonctionne très bien. Et il permet aussi de démontrer que peut-être en faisant ce type d'investissement, qui normalement ne coûte rien, évidemment, aux personnes qui épargnent, mais qui permet de lever des fonds, nous, quand on a mis en place notre plan de relocalisation, par l'intermédiaire de ce fonds, quand on met 1 euro d'argent public, ça fait un effet levier de 16 euros. Donc on a investi 800 millions
d'euros d'argent public, on est à 3,5 milliards d'investissements privés sur les entreprises industrielles. Donc oui, l'alliance publique-privée, la capacité même d'intégrer l'ensemble des habitants sur les politiques industrielles, ça permet de placer beaucoup d'argent pour justement l'industrie, l'emploi et l'ensemble des activités économiques qui existent. Je voudrais juste souligner l'exemplarité de ce qui est fait sur ce sujet-là. Ce fonds de 100 millions d'euros avec de la collecte d'épargne individuelle. Moi, je rêve qu'on en ait dans toutes les régions de France, véritablement sur ce modèle-là, et que dans cette région, on puisse passer, alors ce ne sera pas une seule poche d'investissement, mais de 100 millions à 1 milliard. Parce qu'on a une épargne qui est disponible en France, 6 600 milliards d'euros. On n'a pas réussi en 15 ans de discours de réindustrialisation à flécher 2% de cette épargne vers notre outil productif. Regardez les sous-jacents qui sont dans vos assurances vie. Très rarement, vous trouverez des produits comme ceux qui sont proposés dans cette région. Vous trouverez des sous-jacents qui commencent par LU, comme Luxembourg, par exemple. Voilà. Et si on arrivait à faire ça au niveau de toutes les régions, je suis sûr que nos grands gestionnaires d'épargne, ces superbes banques françaises qui rayonnent dans le monde, qui sont des leaders, il faut en être très fier encore une fois, elles vont commencer à s'y intéresser et elles ont une ingénierie financière le jour où elles s'intéressent à nos PMI, à nos ETI. Dans ces cas-là, ni Nicolas Dufourcq, ni Bruno Bodel ne diront « moi j'ai de l'argent public, je ne trouve pas la contrepartie privée », parce que c'est ça qu'ils nous disent aujourd'hui, ce qui est quand même assez triste. Avant-dernière question, mais je pense qu'il est quand même intéressant de la poser, c'est la question de l'articulation entre les différents territoires, parce qu'on a vu que effectivement la région semblait être un échelon intéressant pour l'industrie. Toutefois, on voit que sur le domaine de la compétence internationale, sans l'Europe, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis, quid de l'État là-dedans, Olivier? Alors, premier point, l'ensemble des collectivités territoriales, régions et intercommunalités disposent de 6 à 8 milliards d'euros par an pour l'aide au développement économique, pas que l'industrie. L'État, c'est 160 milliards. Donc on a dit qu'on avait désindustrialisé, notamment pour activer le tissu des PMI et des ETI qui représentent les 2/3 de notre potentiel de réindustrialisation. On l'a mis sur le papier, on ne l'a pas mis dans les sous. Donc le premier sujet pour moi, c'est qu'effectivement, la région, notamment en termes de financement, subvention, mais aussi monter des outils financiers comme cela, c'est la bonne échelle et il faut aller jusqu'au bout. Si on veut activer le tissu des PMI, on ne le fera pas avec un appel à projet national. Mettez un patron de PMI devant certains projets, appel à projet de France 2030, au bout de 10 minutes, il s'en va, il se dit c'est pas pour moi et c'est pas ça qu'on veut. Ça, c'est le premier sujet. Ensuite, le foncier, la formation, ça c'est du territoire pour moi. On n'a pas donné le pouvoir suffisamment aux intercommunalités de réfléchir sur le sujet. Après, la région, elle a un rôle de schéma régional pour lui. Mais il faut que ça vienne du territoire, encore une fois. Le foncier, ça serait localement. L'acceptabilité, c'est un sujet local. Donc là, on a déjà 2 strates. Et puis l'autre, elle est certainement française, avec la question de la fiscalité. Alors moi, je suis un peu désespéré aujourd'hui. On a un problème fiscal. On ne va pas s'en sortir en 2025, en 2026. Mais au moins qu'on ouvre un débat pour dire aux chefs d'entreprise, ça va être dur, on va vous ponctionner de quelques milliards d'euros supplémentaires pour les prochains budgets. Il faut serrer la vis, très bien. Je ne me mêle pas de ce débat-là. Mais à 10 ans, voilà vers quoi on doit voir. Aujourd'hui, nos entreprises françaises payent 20 milliards d'euros d'impôts de production et équivalent de plus que si elles étaient en Allemagne. On ne pourra pas réindustrialiser avec ça. Ça ne se résout pas en 1 an ou 2. Commençons une discussion sur comment dans 10 ans ou dans 5 ans, on arrive à converger, comment on trouve des ressources équivalentes pour arriver, alors soit c'est moins de dépenses, soit c'est d'autres impôts, mais il faut qu'on rentre dans une perspective long terme. On ne va pas y arriver sinon. Il n'y a rien de pire que le brouillard pour le chef d'entreprise. Et puis 2 sujets européens que je veux vraiment signaler, même si je sais que je vous prends du temps. Le sujet de la politique commerciale. Nous ne pouvons pas être compétitifs avec notre modèle social, nos valeurs environnementales, notre commerce éthique quand on refuse d'acheter du gaz russe pas cher par rapport à des Américains ou des Chinois. Nous ne préserverons notre modèle européen qu'à la condition d'avoir une politique commerciale qui nous protège. Il faut bien qu'on se le mette dans la tête. Ça ne marche plus de dire on va développer nos valeurs et en même temps on va ouvrir au commerce international à tout vent. Ça ne peut plus fonctionner et c'est pour moi absolument clé. Aujourd'hui, il y a une offensive des boîtes chinoises sur certains marchés qui sont dingues. Elles ont cassé les prix par 2, elles ont les divisés par 2 sur les 6 derniers mois. Comment vous voulez résister? Et dernier sujet, l'énergie. On a une énergie chère.
En France, on a la possibilité d'avoir une électricité fabriquée par notre parc électronucléaire, dont on a hérité de décisions courageuses et ambitieuses de nos aïeux. Eh ben, on vend l'électricité nucléaire qu'on produit pour pas cher au même prix que si elle était au gaz avec des quotas de CO2. Il y a quelque chose qui ne va pas pour notre industrie. C'est notre seul et dernier avantage compétitif en France. On ne l'a pas mobilisé. On a plein de ressources et il y a plein de leviers qui nous restent entre les mains qu'on a juste à tirer dessus. Merci beaucoup. Peut-être tous les deux, juste en une phrase, très rapidement, qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de ce que vous nous avez dit pendant ce débat? Stéphanie? Je ne sais pas, je vais peut-être vous citer l'industriel chez qui j'étais la semaine dernière en visite. Et j'étais dans son usine et cette semaine, il a 30 presses, il fait de la plasturgie dans la Plastic Valley au Yonah. Et sur les 30 presses, il y en a 4 qui marchent en ce moment. Et je lui dis, comment ça va le moral? Il me dit, tu sais, le pire n'est jamais sûr. Mon père avait cette entreprise. Il a failli mettre la clé sous la porte 2 fois. Et puis moi, je suis là et je forme mon fils pour la reprendre très prochainement. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'on a l'habitude, en fait, dans cette région et même en France, de passer des périodes très difficiles. L'essentiel, c'est d'avoir un horizon pour pouvoir se relever. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Olivier, une phrase? Oui, que la principale bataille pour la réindustrialisation, elle est dans notre tête, dans l'image, dans les valeurs qu'on va mettre derrière cette industrie. Encore une fois, cohésion, réduction de notre empreinte environnementale et puis souveraineté. Merci beaucoup à tous les deux. C'est comme ça qu'on clôt du coup cette matinée. Un grand merci à tous d'avoir participé, d'avoir été présents pour cette matinée, pour ce forum. Et puis je vous dis à très bientôt.